Au moment où il me faut prendre mes fonctions, j'en mesure les obligations ainsi que les responsabilités, car par nature, une juridiction constitutionnelle est agitée par des enjeux saillants qui tiennent à ce qu'elle est directement impliquée dans le processus de distribution d'exercice et de transmission du pouvoir politique. Tels ont été les propos de Djobo Babakan Coulibaly à sa prise de fonction ce 28 avril. Professeur de droit constitutionnel et membre de la Cour constitutionnelle du Togo, Djobo Babakan Coulibaly a été nommé président de la dite institution par décret présidentiel. Le professeur a pris fonction ce 28 avril comme président de la Cour constitutionnelle togolaise. Rappelons que le nouveau président Djobo Babakan Coulibaly succède au feu Aboudou Assouma. La passation des charges a été faite par le président par intérim, Kwame Amados Djoko. Le ministre de la Justice et de la Législation et celui de la Sécurité et de la Protection civile ont simultanément réagi face aux informations de toutes sortes balancées sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué en date du 28 avril, les ministres disent avoir relevé une multiplication de fausses informations abondamment relayées sur les réseaux sociaux à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. Ainsi, rappellent les ministres, la propagation de fausses informations, le recours à la calomnie, à la diffamation et les dérives dans l'exercice de la liberté d'expression risquent de compromettre la paix sociale, la cohésion nationale et la sécurité publique. Dans ce contexte particulier des élections législatives et régionales, la publication de résultats non officiels ou d'informations incorrectes dans le but de semer la discorde est sanctionnée par le Code pénal et plusieurs autres textes de règlement, notamment le Code de la presse et de la communication, la loi relative à la protection des données à caractère personnel et la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité en République togolaise. Ainsi, les auteurs de publications de faux résultats ou d'informations incorrectes répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Chacun est exhorté à maintenir un haut niveau de responsabilité dans la gestion des informations durant cette période sensible. Dans son dernier rapport annuel sur les droits de l'homme, Amnesty International a adressé un tableau préoccupant de la situation mondiale mettant en lumière les violations systématiques dans de nombreux pays et alerte sur la défaillance des mécanismes internationaux. En 2023, les atteintes aux droits de l'homme ont été d'une ampleur considérable à travers le monde. Dans le monde entier, des autorités ont étouffé l'opposition en réprimant les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique en ayant recours à une force illégale contre des manifestants. Le Togo n'a pas été épargné par cette tendance alarmante. Le rapport d'Amnesty International souligne que le pays continue de faire face à des violations graves des droits de l'homme, notamment des arrestations arbitraires, des actes de torture et des restrictions à la liberté d'expression. Les autorités togolaises ont particulièrement réprimé le droit à la liberté d'expression et le droit de réunion pacifique. Des journaux ont été suspendus et des journalistes condamnés à des peines d'emprisonnement pour des accusations de diffamation ou de publication de fausses informations. La Cour de justice de la CEDEAO a statué sur 3 de ces affaires selon le rapport. Mais les inquiétudes ne se limitent pas aux violations des droits civils et politiques. Le rapport souligne également les lacunes dans les services de santé du Togo, en particulier en ce qui concerne l'accès aux soins de santé maternelle. Le manque de personnel qualifié, la vétusté des équipements et la mauvaise qualité des soins compromettent la santé et le bien-être des femmes enceintes. Dans de nombreux établissements de santé maternelle, le manque d'effectifs et l'absence d'installations sanitaires adéquates entravent la capacité à fournir des soins appropriés aux patientes, soulignant ainsi l'urgence d'une action pour remédier à cette situation critique. La photo de famille symbolise la fin du dialogue national inclusif au Gabon. Ces assises avaient pour but de proposer une série de réformes sur le plan politique, économique et social. Nous avons réfléchi le Gabon nouveau, le Gabon d'après la transition. Donc ce fut une expérience unique, une expérience historique
Et nous sommes donc satisfaits et heureux de ce qui s'est passé durant ces assises. Particulièrement attendu, le rapport politique a recommandé un régime présidentiel dans la future constitution. Il a été proposé la suspension de toutes les formations politiques jusqu'à la mise en place de nouvelles règles, mais l'idée passe mal. Le Gabon ne vit pas en vase clos. Le Gabon vit dans un environnement international et il n'est pas de bonne loi, comme l'exige la législation internationale, de suspendre les partis politiques. La durée de la transition a été maintenue à 2 ans avec 1 an de sursis en cas de force majeure. D'autres recommandations sur la souveraineté et l'immigration privilégiant les intérêts des Gabonais ont été proposées. Alors que sur le plan économique, les participants ont demandé la redéfinition de la politique industrielle du pays tout en privilégiant les mines et le bois. Il est aussi question de valoriser les productions locales et de donner la priorité aux petites et moyennes entreprises des nationaux et de nationaliser la sous-traitance. Sur le volet social, les participants ont proposé une politique volontariste de la formation professionnelle, l'autonomisation des budgets des universités, entre autres. Le calendrier post-dialogue national inclusif prévoit la mise en place d'une assemblée constituante qui va permettre de rédiger la future constitution de la République gabonaise. Cette constitution sera soumise à un référendum au peuple gabonais en juin 2024. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa profonde préoccupation samedi concernant une attaque imminente sur Al-Fashir dans la région du Darfour du Nord au Soudan par les forces de soutien rapide. Cette préoccupation survient alors qu'une guerre dévastatrice sévit au Soudan depuis 1 an, opposant l'armée soudanaise aux milices paramilitaires des forces de soutien rapide. Al-Fashir est la capitale du Darfour et aussi la seule grande ville de la région qui échappe encore au contrôle des FSR. Dans une déclaration officielle, le Conseil de sécurité a appelé les autorités soudanaises à mettre fin à toute accumulation de forces militaires et aussi à prendre des mesures concrètes pour désamorcer la situation. Les responsables de l'ONU ont également mis en garde contre le danger imminent pour environ 800 000 habitants d'Al-Fashir. Cette nouvelle escalade des tensions souligne l'urgence pour la communauté internationale de promouvoir la paix au Soudan. Depuis la mi-mars, les inondations et les fortes pluies au Kenya ont causé la mort d'au moins 70 personnes selon le gouvernement. Un chiffre 2 fois plus élevé que les rapports initiaux. Samedi, 8 corps ont été récupérés dans une rivière du comté de Makueni après qu'un camion transportant des passagers a été emporté par un pont submergé. Nous sommes ici et nous attendons que l'eau se retire pour que les jeunes ici présents puissent vérifier si des corps sont restés coincés dans le sable ou sous l'eau. Près de 20 personnes ont été emportées par les crues de la rivière. 11 personnes ont été sauvées et ce matin, nous avons pu sortir le camion. Des témoins ont indiqué que le camion transportait plus de 30 personnes lorsqu'il a tenté de traverser le pont inondé. Actuellement, au Kenya, c'est plus de 130 000 personnes qui sont affectées par les inondations. Notons qu'à Nairobi, 64 écoles publiques ont dû fermer. Au moins 70 personnes ont péri dimanche au Kenya à la suite d'inondations et le naufrage d'un bateau qui transportait des dizaines de passagers. Le bilan des inondations au Kenya continue de s'alourdir après le naufrage d'un bateau qui transportait des dizaines de personnes dimanche sur la rivière de Tana. Le porte-parole du gouvernement kenyan a déclaré que le bilan officiel se levait désormais à 70 personnes disparues. Les opérations de recherche et de sauvetage ont été suspendues pendant la nuit et devraient reprendre en journée. La colère des rescapés. Tous les mois, vous faites des prélèvements après prélèvements. Et où vont tous ces prélèvements alors que vous ne pouvez même pas prendre soin de votre peuple? Vos concitoyens meurent. Combien de personnes ont survécu aujourd'hui? Seuls 25 d'entre nous ont pu être sauvés. Où sont les autres? Pourquoi sont-ils morts? À cause de la négligence du gouvernement. Ce n'est pas à cause de la négligence des gens, c'est la négligence du gouvernement. Alors pourquoi êtes-vous un gouvernement si vous ne pouvez pas aider les gens qui vous ont porté au pouvoir? Pourquoi ne pas démissionner? Nous avons des gens compétents qui peuvent aider ces personnes.
personnes. Pourquoi des gens meurent-ils dans de telles circonstances alors que vous êtes assis dans vos bureaux et que vous prenez l'argent? Le vice-président du Kenya a déclaré vendredi que l'État avait réservé 29 millions de dollars aux opérations de secours d'urgence. Quelques jours après l'installation du Conseil présidentiel de transition, les Haïtiens réclament des mesures rapides pour faire face à la crise. La liste des exigences est claire, sécurité, nourriture et emploi. Ces besoins fondamentaux résonnent à travers Port-au-Prince. La priorité du Conseil présidentiel doit être de s'attaquer à l'insécurité. Ce problème a rendu notre pays invivable. Nous sommes désespérés. Nous cherchons un refuge partout, sans répit. Après la sécurité, ils doivent s'attaquer à la crise alimentaire, car les gens souffrent de la pauvreté. J'espère que les membres du Conseil présidentiel vont travailler ensemble pour rétablir la sécurité, car c'est ce qu'il faut pour que le pays redevienne viable. En réalité, c'est l'insécurité qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Un pays sans sécurité est un pays où il ne peut pas avoir de développement. Depuis les serments prononcés jeudi dernier, le Conseil composé de 9 membres n'a pas encore annoncé de stratégie pour établir l'ordre. L'Éthiopien Miktou Tafa a remporté dimanche le marathon de Madrid chez les hommes, tandis que la Kenyane Naom Jibet s'est imposée chez les dames. Tafa a fait la course seul en tête dès le début de la partie. Il n'a jamais été rattrapé par ses 2 poursuivants, dont un compatriote Fikre Bekele Tefera et le Kenyan Douglas Shebi. En 2 heures, 8 minutes et 57 secondes, soit plus d'1 minute d'avance sur ses plus proches concurrents du jour, Miktou Tafa remporte cette compétition pour la 2e fois de sa carrière. La Kenyane Naom Jibet a quant à elle creusé l'écart dans la dernière ligne droite de la course féminine, terminant avec un temps de 2 heures, 26 minutes et 20 secondes, soit 44 secondes de moins que l'Éthiopienne Bontou Bekele qui a terminé 2e. Une autre Éthiopienne, Keben Shala, a complété le podium à la 3e place de l'épreuve.